Bien, alors, donc, si vous voulez, donc, on va commencer par créer un projet Java. En fait, je vais reprendre tout d'abord le même exemple, c'est-à-dire comment créer une simple application client-serveur. Par la suite, donc, on va essayer donc, de voir comment l'améliorer. Donc, je vais créer un projet que je vais appeler, par exemple, TP-Socket. Alors, on va commencer par créer un serveur. Donc, c'est une application. Je vais appeler serveur. Alors maintenant, vous allez me dire ce que je devrais faire. Alors, créer un serveur, qu'est-ce que je dois faire? Je crée tout d'abord un objet server socket. Server socket. SS égale new server socket. Alors, on aura besoin de spécifier le numéro de port. Alors, juste au hasard, donc je spécifie donc le port 1, 2, 3, 4. Donc, et après, on aura besoin donc de gérer les exceptions. Donc, on aura besoin de faire un try catch. C'est tout à fait normal parce que il se peut que le port 1, 2, 3, 4 soit utilisé par une autre application. Donc, il faut prévoir ce cas-là. Alors, une fois que le serveur, plutôt on crée l'objet server socket, l'étape suivante, c'est attendre que le client, plutôt attendre une connexion de client. Donc, je vais juste afficher un message. Par exemple, j'attends la connexion d'un client. Alors, pour attendre la connexion d'un client, donc on aura besoin de déclarer un objet socket, S, c'est ss.accept. Alors, donc je vous rappelle que ss.accept, server socket.accept, ça veut dire que le serveur, l'objet server socket, attend qu'un client puisse demander une connexion. Alors, quand il y a un client qui se connecte, automatiquement, il y a génération d'une socket. Alors, par la suite, l'objet socket. Alors, en fait, l'objet socket lui-même, l'objet socket qui est généré, donc il possède les méthodes getInputStream et OutputStream qui permettent de créer les objets InputStream et OutputStream. Donc c'est la première des choses qu'il faudrait construire. L'objet InputStream, ça vous permet donc de lire une donnée envoyée par le client, et OutputStream, c'est pour envoyer la réponse. Donc pour cela, donc, on va déclarer un objet InputStream. InputStream is égale s.getInputStream et OutputStream os égale à s.getOutputStream. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le serveur doit attendre que le client puisse envoyer une donnée. Alors pour cela, donc, je suppose que j'attends un nombre NB égale is.read. Alors, en fait, c'est une méthode qui est surchargée. Donc, je vais utiliser read. Je fais un traitement. Bon, je prends, par exemple, la réponse. C'est le nombre que je reçois multiplié par exemple 8. Et après, return. Il n'y a pas de return. Ça ne marchera pas. Donc, il faut envoyer au client la réponse. Donc, il faut utiliser os.write la réponse. Alors, si vous voulez déconnecter, parce que ça, on a établi la connexion, si vous voulez déconnecter le client et le serveur, vous pouvez fermer la socket, c'est-à-dire s.close. Alors, généralement, quand vous utilisez close, ça veut dire que vous fermez la connexion. Alors, c'est juste une petite session de communication. Alors maintenant, on va juste afficher des messages. Alors ici, donc, j'attends le client, j'attends la connexion du client, mais ici, qu'est-ce que j'attends? J'attends un nombre. Mais après, ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? J'envoie la réponse. Alors, ça c'est vraiment un petit serveur qui n'est pas pour le moment très perfectionné, mais on va quand même l'utiliser dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais créer un client. Alors, je suppose maintenant que je suis dans une autre machine. Je vais créer un client, une application client.
c'est une autre application. Et j'essaierai donc de... En fait, un client, pour qu'il se connecte vers le serveur, on a besoin de créer une socket. S égale new socket. Alors pour créer socket, donc vous aurez besoin de spécifier deux paramètres. L'adresse IP, la machine, host. Alors dans notre cas, on va utiliser localhost, c'est-à-dire que je travaille en local. Et le port, c'est 1, 2, 3, 4. Alors on aura besoin de la même chose, donc de gérer les exceptions, try catch. Alors vous avez donc deux types d'exceptions qui peuvent être générées. Un non-host exception, qui peut être généré si par exemple vous spécifiez une adresse IP qui n'est pas bonne, il n'arrive pas à contacter la machine. Et après vous avez input-output exception, quand par exemple vous avez bien la machine, il est là, mais le serveur n'est pas démarré. Parce qu'en fait le serveur, pour dire que le serveur est démarré, il faut que le numéro de port soit utilisé quelque part au niveau du serveur. Alors bien sûr vous savez très bien, si vous voulez simplifier ça, vous voulez faire... pour éviter de faire plusieurs caches, quand il s'agit uniquement d'afficher que la trace de l'exception à travers print state trace, donc vous pouvez utiliser directement cache exception. Alors donc je viens d'établir la connexion. Alors je vais générer la même chose, les objets input stream, is égale à s.getInputStream et output stream, os égale s.getOutputStream. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Bon, c'est schématisé ici. Voilà, le client crée une socket. Donc, j'établis une connexion vers l'objet server socket. L'objet server socket, côté serveur, il génère une socket. Je crée les objets input stream, output stream. Alors maintenant, il faut pas oublier que maintenant, le serveur attend de lui envoyer une donnée. Alors maintenant, je vais demander à l'utilisateur de saisir un ordre au clavier. Et après, on va l'envoyer vers le serveur et on attend la réponse. Alors pour lire une information au clavier, donc, on va utiliser l'objet de la classe scanner par exemple. Alors scanner égale new scanner. On va utiliser system.in. On va afficher le message, donner un nombre. Alors, je vais utiliser print pour rester dans la même ligne. J'attends un nombre, int nb égale c'est scanner, c'est-à-dire clavier, point next int. Alors je demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Ce nombre-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, je l'envoie vers le serveur. Alors pour l'envoyer vers le serveur, je vais utiliser os.write nb. Et si j'envoie le nombre, donc je dois attendre la réponse. La réponse égale à quoi? C'est s.read. Vous remarquez bien qu'on inverse un peu les choses. Côté client et côté serveur. C'est tout à fait normal. Côté serveur, c'est read or write. Et côté client, c'est write, read. Donc c'est le principe de requête-réponse. Alors c'est donc qu'est-ce que j'attends? J'attends le nombre. Et après, j'affiche le résultat. Donc le résultat égale, c'est la réponse. Voilà. Alors je vais juste afficher des messages, donc rien à afficher en tout cas, pas un problème. Alors on va essayer de tester. Alors pour démarrer ces applications, vous pouvez bien, au niveau de Eclipse, vous pouvez exécuter l'application, run Java application, vous exécutez la première, vous exécutez la deuxième, ça va marcher. Mais ce qui serait intéressant dans ce cas-là, c'est de démarrer le serveur dans une machine et vous démarrez le client dans une autre machine. Alors juste pour vous donner un peu l'impression de ce qu'on fait, on va essayer de démarrer ça dans deux consoles différentes. On va démarrer sur ligne de commande. Alors pour cela, donc, j'ai besoin juste de prendre le chemin où se trouve mon projet. Alors je vais passer sur ligne de commande. Alors dans le dossier bin, alors je vais exécuter le serveur. Alors pour exécuter le serveur, c'est la commande Java server. Alors vous voyez donc je viens d'exécuter le serveur. Bon, le serveur, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, il attend. J'attends la connexion d'un client. Donc c'est bien la méthode accept qui s'exécute, et il attend la connexion d'un client. Alors je suppose que cette application-là, je l'ai démarrée, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que c'est vraiment pas une meilleure chose pour le moment de vous occuper de vos machines. Essayez de suivre le maximum, parce que j'attends de vous plus une discussion que de développer des choses. Hein. Sinon, vous n'aurez ni ça ni ça. Ok? Vous êtes déjà en train de tester ce que je suis en train de faire? Oui? Patientez, patientez. Alors donc, je démarre le serveur. Alors le serveur, une fois démarré, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la connexion d'un client. Alors maintenant, je vais devoir me positionner dans une autre machine, par exemple, comme ça. Bon, c'est pas une autre machine, mais je suppose que je suis dans une autre machine en quelque sorte. Alors je vais me positionner dans le projet où se trouve mon application, dans le dossier bin. Alors pour exécuter donc le client, c'est Java client. Alors j'exécute le client, vous allez déjà commencer à avoir quelque chose au niveau du serveur. Vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez là? J'attends un nombre. Ça veut dire que la connexion c'est bien établie, il est avancé pour attendre. Il attend que le client puisse envoyer un nombre. Alors, le client va saisir un nombre, par exemple 12, il l'envoie, il reçoit la réponse, 96. Alors c'est bien, parce que j'ai envoyé un octet, j'ai envoyé une donnée, le serveur a répondu, j'ai le résultat, donc ça veut dire que j'ai réussi à faire la communication entre le client et le serveur. Mais bon, est-ce que c'est un vrai serveur? Apparemment non. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, il faut se déplacer vers la machine du serveur pour à nouveau le démarrer, n'est-ce pas? Si vous voulez qu'il communique une deuxième fois. Je le redémarre. Alors, je réexécute le client. Alors, je vais donner un nombre un peu plus grand. 600. Regardez le résultat. Ben, c'est faux, n'est-ce pas? C'est faux. Ouais. 600, si vous multipliez par 8, c'est pas 192. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, avec les objets input stream et output stream, c'est ce que nous appelons les streams de communication. Donc, les streams de communication, généralement, ils communiquent qu'avec des octets. Donc, quand vous utilisez read, ça veut dire j'attends un octet. Au write, j'envoie un octet. Alors, vous savez qu'un octet, en principe, c'est un nombre qui est compris entre moins 127 jusqu'à 128. Ben, donc, c'est un nombre qui est tronqué. Ben, donc, vous avez quelque chose qui n'est pas bon. N'est-ce pas? Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser, comment échanger des chaînes de caractères. Alors, si vous voulez envoyer du texte, et un texte, ça peut être un nombre, parce que généralement, dans la majorité des cas, quand vous envoyez des requêtes, vous envoyez en fait une chaîne de caractères qui contient des données parfois structurées, mais également comment envoyer des objets et comment recevoir les objets. Alors, ça, c'est la première des choses. Donc, comment créer un simple client-serveur. Alors, si vous voulez communiquer avec... Si vous voulez communiquer en utilisant des chaînes de caractères, donc ça c'est l'exemple du serveur que j'ai créé, c'est l'exemple du client, ça c'est le test qu'on vient de faire. Alors maintenant, si vous voulez communiquer avec des chaînes de caractères, donc ça vous l'avez déjà appris dans le cours entrée-sortie, c'est qu'en plus des streams de communication, il y a ce qu'on appelle les streams de traitement. En fait, c'est les streams de traitement qui font qu'on peut communiquer avec n'importe quel type de données, c'est-à-dire qu'on veut. Alors par exemple, pour le cas des chaînes de caractères, si vous voulez lire une chaîne de caractères, on va utiliser une classe que vous connaissez déjà qui est Buffered Reader. Avec Buffered Reader, je peux lire une chaîne de caractères. Et pour envoyer une chaîne de caractères, vous utilisez la classe PrintWriter. Donc PrintWriter, c'est pour envoyer une chaîne, et Buffered Reader, c'est pour lire une chaîne de caractères. Mais logiquement, comment ça se fait? C'est que dans la base, c'est que si vous voulez faire une communication comme ça, vous commencez par exemple par créer l'objet server-socket. Alors par la suite, donc, vous faites appel à la méthode accept, ça veut dire que j'attends que le client puisse se connecter. J'ai l'objet input stream, j'ai l'objet input stream qui vient d'être créé, il est là. Il faut toujours le créer, parce qu'en fait, c'est le seul objet qui permet à une socket de récupérer des données, c'est l'objet input stream. C'est ça le stream de communication. Hein, la socket, elle parle qu'avec cet objet. Mais maintenant,
Avec input stream, on vient de voir, la méthode read permet de lire un octet. Alors, supposons que vous voulez lire un caractère, et pas un octet. Vous savez qu'un caractère, il est codé sur 32 bits, c'est-à-dire 4 octets. Si vous voulez communiquer avec des caractères. Alors, pour communiquer avec des caractères, on peut utiliser un stream de traitement qui s'appelle input stream reader. Alors, en fait, input stream reader, pour le créer, il suffit d'utiliser donc input stream reader, ISR égale new input stream reader de IS. C'est-à-dire quoi? Je crée l'objet input stream reader et je le branche avec l'objet IS. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous appelez la méthode read de cet objet-là? Alors quand vous appelez la méthode read, ça veut dire quoi? J'attends combien d'octets? 4 octets, c'est-à-dire j'attends un caractère. Alors quand vous appelez la méthode read, qu'est-ce qui se passe? Il y a le client qui envoie des octets. Je reçois le premier octet, il va le transmettre. Le deuxième octet, il va le transmettre. Le troisième, le quatrième. Une fois qu'il reçoit 4 octets, il construit le caractère. Donc vous voyez donc la communication dans la base, c'est que le input stream, il reçoit que des octets. Chaque octet qu'il reçoit, il va l'envoyer vers input stream reader. Alors en fait, input stream reader, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des caractères. Alors maintenant, moi, je ne veux pas des caractères, je veux une chaîne de caractères. À nouveau, donc j'ai besoin de créer un stream de traitement qui permet de lire une ligne. Alors on peut utiliser buffered reader. Comment? De la manière suivante. Donc buffered reader BR égale new buffered reader de ISR. Ça veut dire que je branche buffered reader avec ISR, c'est-à-dire input stream reader. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors dans buffered reader, vous avez la méthode readline. Alors quand vous appelez la méthode readline, ça veut dire quoi? J'attends une ligne, une chaîne de caractères. Alors readline, il attend. Donc chaque octet qui arrive, supposons que le client a envoyé une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, généralement, quand il est envoyé sous forme d'une série d'octets. Alors il y a des octets qui arrivent. Chaque octet qui arrive, il y a input stream qui va compter. 1, 2, 3, 4, j'ai un caractère. Hop, il est envoyé vers buffered reader. 1, 2, 3, 4, hop, j'ai un deuxième caractère. Et à la fin, mais quand est-ce qu'il va retourner le résultat? Une fois qu'il reçoit le caractère de fin de ligne. Une fois que je reçois le caractère de fin de ligne, c'est-à-dire je viens de lire une chaîne de caractères. Donc vous voyez, donc le principe c'est très simple. C'est ça la base d'ailleurs de la notion de stream de communication et stream de traitement. Ça, c'est un stream de communication parce que c'est lui qui communique avec l'entrée. Et ces deux-là, c'est des streams de traitement. Alors, il dit que donc, si on veut lire par exemple une chaîne de caractères, donc on va utiliser tout simplement br.readline. Vous voyez donc, je n'utilise plus is.read. Pourquoi? Parce que je sais que mon serveur, j'attends une chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser br.readline. Alors, si vous voulez maintenant envoyer une chaîne de caractères, donc on aura besoin d'utiliser la classe printWriter. Donc, forcément, on a besoin de créer l'objet output stream, tout d'abord, parce que c'est lui qui permet d'envoyer. Et après, on va créer l'objet printWriter. PrintWriter égale new printWriter. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? C'est l'objet OS. Mais en même temps, on peut ajouter un flag, un booléen, qui peut être true ou bien false. Alors, si vous utilisez true, ça signifie que à chaque fois que vous appelez la méthode println, pw.println d'une chaîne de caractères, la chaîne de caractères elle est envoyée tout de suite vers le client. Println, ça veut dire j'envoie la donnée. Mais si vous le gardez par défaut, d'ailleurs, elle est à false, ça signifie qu'à chaque fois que vous utilisez println, en fait, la chaîne de caractères, il n'est pas envoyée vers le client, mais il est stocké dans un buffer. Il va être stocké dans un buffer de l'objet printWriter, dans une mémoire tampon. Et donc, vous pouvez utiliser println plusieurs fois. Et tout ce que vous faites, généralement, il n'est pas envoyé vers le client. Mais à la fin, si vous voulez envoyer la totalité du buffer, vous faites appel à une méthode qui s'appelle flash. Hop, flash. Flash, ça veut dire quoi? Vous envoyez la totalité des chaînes de caractères qui ont été stockées dans le buffer. Donc, vous voyez, donc, en fait, c'est un booléen que vous utilisez juste pour dire est-ce que vous voulez envoyer ligne par ligne, hein, ou tout simplement, le serveur, il va stocker tout d'abord un ensemble de lignes tout d'abord dans un buffer et après, il va les envoyer. Alors, c'est dans notre cas, donc, on va utiliser true, ça veut dire que je voudrais donc communiquer ligne par
ligne par ligne, donc de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Donc, on vient de voir comment modifier un serveur pour qu'il puisse communiquer avec des chaînes de caractères. Alors, pour communiquer avec des chaînes de caractères, donc il faut noter que vous utilisez des streams de traitement. Alors, côté lecture, donc on va utiliser buffered reader, et côté écriture, on va utiliser print write. C'est clair? Mais supposons que vous voulez échanger les objets. Alors, dans les applications orientées objets, c'est que finalement, les applications, qu'est-ce qu'ils échangent? Des données structurées, pour ne pas échanger des chaînes de caractères. Alors, si vous voulez échanger les objets entre les applications client-serveur, donc on va utiliser donc le concept sérialisation et désérialisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour lire un objet, on va utiliser Object Input Stream. Et pour envoyer un objet, on va utiliser Object Output Stream de la même manière. Alors, ça veut dire que il faut juste rappeler que dans Java, si vous voulez qu'un objet soit sérialisable, il y a une condition, ça vous le savez, c'est que la classe devrait implémenter l'interface serializable. Donc, j'ai un exemple d'une classe voiture qui implémente l'interface serializable. Je suppose que par exemple que la voiture est définie par des attributs matricule, carburant avec un constructeur. Bon, ça c'est une simple classe. Alors maintenant, vous voulez par exemple que vous voulez sérialiser, vous voulez créer un objet et de l'envoyer vers l'autre application. Alors tout d'abord, si vous voulez sérialiser, donc vous aurez besoin tout d'abord de créer l'objet output stream. Vous voulez envoyer un objet. Mais comme vous voulez envoyer un objet, donc on aura besoin d'utiliser un stream de traitement qui est Object Output Stream. Alors comment on le crée? Bon, le principe c'est très simple. New Object Output Stream, et vous lui donnez comme paramètre OS. Ça veut dire quoi? Maintenant, si vous voulez envoyer un objet, on va créer par exemple un objet voiture. Voiture V1 égale new voiture. C'est un objet. Si vous voulez l'envoyer, donc il suffit d'utiliser donc la méthode writeObject. os.writeObject. Et je donne l'objet V1. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça la sérialisation. La méthode writeObject, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'objet de la RAM, de la mémoire, parce que c'est un objet qui se trouve dans la RAM. C'est un objet qui est défini par un état et un comportement. Il va prendre cet objet de la RAM, il va le convertir en un tableau d'octet. Je prends l'objet, je vais le convertir en un tableau d'octet. Parce que toute information, généralement, on peut toujours la représenter par un tableau d'octet. Donc, je le convertis en un tableau d'octet. C'est ce qui fait la méthode writeObject. Et après, ce tableau d'octet, ils vont être envoyés octet par octet. En fait, output stream, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer octet par octet vers l'application destination. Alors, de l'autre côté, on a besoin de faire la désérialisation. Ça veut dire que de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, il y a un objet input stream. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit que des octets. Alors ces octets-là, il va les envoyer vers un objet qui s'appelle Object Input Stream. Alors cet objet-là, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des octets, mais une fois qu'il reçoit la totalité de l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit l'objet. Alors cette opération s'appelle la désérialisation. Alors c'est donc, vous l'avez déjà fait dans le cas des fichiers, je crois, n'est-ce pas? Alors ici donc c'est le même principe quand il s'agit donc de faire communiquer une application client-serveur qui communique à travers les sockets. Alors donc ça veut dire que côté client, donc si vous voulez, de l'autre côté, si vous voulez faire la désérialisation, donc on crée l'objet input stream bien sûr, et après on aura besoin de créer l'objet object input stream, et pour attendre un objet, on va utiliser la méthode read object. Read object, vous voyez donc read object, j'attends la réception d'un objet. Réellement, il reçoit une série d'octets, mais une fois que j'ai la fin, un marqueur qui indique comme quoi c'est la fin de l'objet, hop, il reconstruit l'objet. Mais pour qu'il reconstruise l'objet, qu'est-ce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin de la structure de cet objet. Donc, il va faire un casting. D'accord? Alors, c'est pour cela donc, que vous aurez besoin de faire un casting. Oui? J'ai juste bricolé moi. Ah, je me suis appuyé sur une clé, je ne savais pas.
Attendez, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon ça va tomber. Allez-y. Comment? Si on a utilisé plusieurs langages, je pense que ça va marcher avec cette. Alors maintenant, votre collègue il dit que quand on utilise des langages différents. Alors quand on utilise des langages différents, ben, c'est tout à fait normal, c'est que quand vous utilisez Object Input Stream, Object Output Stream, ça suppose qu'une application Java qui communique avec une application Java. Pourquoi? Parce que l'objet que vous envoyez, la structure déjà c'est du Java, n'est-ce pas? Alors quand vous êtes dans des applications hétérogènes, alors vous n'allez plus utiliser. D'ailleurs, quand on va voir avec Jérémy, il travaille avec ça, parce que ça suppose que c'est du Java. C'est beaucoup plus simple de travailler comme ça quand vous travaillez des applications distribuées Java. Mais quand il s'agit des langages différents, ben, on ne va plus utiliser ça, mais on va devoir utiliser un tableau d'octets directement, c'est-à-dire vous envoyez que des octets, mais de l'autre côté, il faut savoir quelle est l'information que vous envoyez et comment la restituer. Donc forcément, quand il s'agit des structures de données, il y a plein de moyens pour pouvoir échanger les données. Donc on aura l'occasion de voir des cas comme ça. C'est de la sérialisation binaire. Alors quand on dit la sérialisation, c'est-à-dire que c'est l'objet, il devient un tableau d'octets. C'est de la sérialisation binaire. Okay? Alors maintenant, dans les applications, vous allez voir qu'à un moment donné, au lieu d'échanger des données binaires, on convertit l'objet en format XML. Et dans ce cas-là, on va retrouver donc le concept des web services notamment, parce que dans les web services, l'objet, il devient du XML. Ce n'est pas de la sérialisation binaire, c'est du XML. Bah, de l'autre côté, comme c'est du XML, c'est du texte, donc de l'autre côté, n'importe quel langage peut le lire. Ça peut être le format JSON, ça peut être d'autres formats. D'autres questions? Bien, alors maintenant, ça c'est comment échanger les données. Alors juste, avant de passer... Donc, je viens de vous montrer donc, comment échanger les objets. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'en réalité, si vous voulez créer un serveur, un vrai serveur, vous devrez respecter un certain nombre de choses. Alors, tout d'abord, pour qu'un serveur puisse communiquer avec plusieurs clients en même temps, qu'est-ce qu'il doit satisfaire comme condition? La première, c'est que le serveur doit être capable d'attendre une connexion à tout moment donné. Vous savez que pour que le serveur puisse attendre une connexion, on fait appel à la méthode accept. Donc ça veut dire que la méthode accept, ça devrait tourner dans une boucle infinie, n'est-ce pas? Accept, je connecte, je reviens vers accept. Donc le serveur a besoin de faire ça. Ça c'est la première des choses. Deuxième, pour chaque connexion, à chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, il faut créer un thread qui est associé à la socket qui vient d'être générée. C'est-à-dire pour chaque client connecté, il faut que le serveur puisse créer un thread. Autre chose, ben, le thread qui est créé, c'est lui qui va s'occuper de gérer les opérations d'entrée-sortie. C'est-à-dire lire la requête, envoyer la réponse, c'est le thread qui va s'en occuper. Alors maintenant, si vous voulez faire ça réellement, on peut voir ça dans ce schéma-là. Alors vous voyez donc un serveur, quand vous le démarrez d'une manière générale, vous démarrez tout d'abord un objet server socket. Et généralement, quand vous démarrez un objet, une application, vous démarrez un thread d'abord. Alors ce thread, c'est lui qui va s'occuper uniquement de lire, de s'occuper d'attendre, de communiquer, de connecter un client. Donc c'est lui qui va gérer des boucles, qui va se charger uniquement de connecter des clients. Alors pour qu'un client puisse se connecter au serveur, donc le client va créer une socket. Alors quand le client demande une connexion, qu'est-ce qu'il fait l'objet server socket? Il crée une socket. Mais en même temps qu'il va créer la socket, il va se débrouiller de créer un thread.
Et c'est ce thread-là qui va se charger de gérer les entrées-sorties. C'est-à-dire c'est ce thread qui va se charger de lire la requête et d'envoyer la réponse vers ce client. Mais alors que le serveur est en train de communiquer avec ce client, mais ce thread-là, il attend toujours la connexion d'un nouveau client. C'est-à-dire s'il y a un autre client qui demande la connexion, l'objet server socket devrait pouvoir connecter le client. Donc il connecte le client, il y a une autre socket, et pour cette socket-là, il va générer également un thread. Et ce thread, c'est lui qui va gérer la notion de je lis la requête et j'envoie la réponse. Ben, en quelque sorte, quand vous regardez tous les serveurs que vous utilisez, dans la base, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, si vous voulez les implémenter, on va essayer de voir dans Java comment implémenter un vrai serveur. Et pour implémenter un vrai serveur, on va juste traduire donc ce qu'on vient de voir là. Et après, on va essayer de le tester à travers, bien sûr, des applications clientes. Bien. Alors, pour créer un serveur, je vous ai montré tout à l'heure comment créer un serveur, mais ce n'est pas un vrai serveur. Pourquoi ce n'est pas un vrai serveur? Parce que tout d'abord, il n'est pas capable de connecter plusieurs clients en même temps. Et en même temps, même s'il connecte un client, il n'est pas capable d'établir une conversation. Une conversation, c'est requête-réponse, dialoguer, n'est-ce pas? Alors, pour créer un vrai serveur, donc on va créer une nouvelle classe. Donc, je vais vous montrer en quelque sorte à quoi ressemble un vrai serveur. Donc, je crée une classe que je vais appeler serveur MT, multithread. Alors, généralement, un serveur multithread, donc l'un des moyens les plus simples, c'est de créer une classe qui hérite de la classe thread. Alors, vous savez que si vous voulez démarrer un thread, vous avez deux moyens. Soit vous héritez de la classe thread, ou bien vous implémentez l'interface runnable. Et quand vous héritez de la classe thread, vous aurez besoin de redéfinir la méthode run. Alors, ça, c'est la structure minimale. Alors, dans la méthode main, quand vous démarrez l'application, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer une instance de la classe serveur MT et on va appeler la méthode start. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On n'a pas fait grand-chose, mais on a bien commencé les choses. C'est que quand vous exécutez, vous avez new server MT, c'est-à-dire vous créez un objet de votre classe. Et en créant un objet de la classe, vous créez automatiquement un thread. Et vous savez que le thread, donc je vous rappelle, ce concept de thread. Voilà, on est là. Alors, qu'est-ce qui se passe en principe? Nous avons dit que dans une machine, vous avez un CPU ou plusieurs CPU, donc en fonction bien sûr de type de machine. Et après, vous avez un système d'exploitation, vous avez une application. Chaque application qui démarre, il y a le démarrage d'un processus. Et après, dans une application, si vous voulez lancer plusieurs tâches en même temps, il faut créer la notion de thread. Et après, vous avez plusieurs applications qui vont créer des threads. Et tous les threads qui sont créés et qui démarrent, ils vont arriver dans une file d'attente, dans le système. Et dans cette file d'attente-là, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent chacun à utiliser le CPU. Il y a une opération d'ordonnancement que le système doit gérer à tour de rôle. Donc chacun va accéder au CPU pour une petite durée, il revient, il laisse le temps pour les autres. C'est comme ça qu'on a l'impression que nous avons plusieurs tâches qui s'exécutent en même temps. Et nous avons dit que pour que le thread pour qu'il puisse faire partie de cette file d'attente, il faut le démarrer. Alors pour démarrer un thread, donc nous avons dit que le seul moyen c'est de faire appel à la méthode start. Donc la méthode start, il permet de démarrer le thread. Ça veut dire qu'il déclare le thread au niveau système. C'est que le thread maintenant, il fait partie de la liste d'attente du thread qui attend d'accéder au système, plutôt au CPU. Mais en même temps, la méthode start, il exécute automatiquement la méthode run. Donc c'est-à-dire que si vous exécutez cette application, finalement, qu'est-ce qui va s'exécuter? C'est la méthode run. Alors maintenant, si vous voulez démarrer le serveur, où est-ce qu'on va le démarrer? On peut le démarrer à l'intérieur de la méthode. Voilà. Alors ici, donc, on va faire notre travail, server socket. Server socket, SS égale new server socket. On va utiliser le port 2, 3, 4.
Alors, donc, on aura besoin de faire un try catch. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous avons dit qu'il faudrait que le serveur soit capable de connecter des clients à n'importe quel moment donné. Alors, le seul moyen pour le faire, c'est d'utiliser une boucle infinie, comme ça, qui peut être conditionnée par une sortie quelconque. Si vous mettez while true, et après vous utilisez, vous déclarez une socket S client égale ss.accept. Alors, vous pouvez dire que vous avez déjà réglé un problème. Alors, c'est quoi le problème que vous avez réglé? C'est que maintenant, notre serveur, il est capable de connecter des clients à n'importe quel moment. Vous voyez donc, le thread qui est démarré, lui, il va s'occuper que de ça, de cette boucle. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il y a un client qui se connecte, je génère une socket et je reviens. Accept. J'attends. Est-ce qu'il y a un autre client? Je connecte. Alors, vous avez déjà un serveur qui est capable de connecter des clients. Mais il ne fait rien. N'est-ce pas? Si vous le démarrez, c'est un serveur qui peut connecter n'importe quel client. Mais quand vous connectez maintenant le client, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, chaque client qui se connecte, on a besoin de dialoguer, de faire une conversation. N'est-ce pas? Et pour faire une conversation, si vous commencez à écrire tout le code à ce niveau-là, de la conversation, juste après, ben le problème c'est que vous êtes en train de bloquer. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de faire la conversation, ça veut dire que vous empêchez le serveur pour revenir à nouveau pour attendre une nouvelle connexion. Donc quel est le moyen? Le seul moyen c'est de démarrer un nouveau thread. Pour chaque client qui se connecte, il faut démarrer un autre thread qui va se charger de faire l'opération de communication. Alors pour faire ce travail-là, le moyen le plus simple, c'est tout simplement de créer un objet, une classe. On va créer une classe interne qu'on va appeler conversation. .start. Alors imaginez que vous avez créé une classe qui s'appelle conversation, qui hérite de la classe thread. À chaque fois que vous créez un objet de la classe conversation et vous appelez la méthode start, qu'est-ce que vous créez? Vous créez un nouveau thread. Et automatiquement, la méthode run de la classe conversation va s'exécuter. Donc, on a presque réglé le problème. Vous voyez pas? Donc, pour chaque client qui se connecte, alors je vais, si vous voulez, la classe conversation, ça peut être une classe interne ou externe. Alors, je peux l'appeler par exemple, je peux la déclarer ici, classe conversation extend thread. Et après, dans la classe conversation, vous allez redéfinir la méthode run, n'est-ce pas? Alors, si vous la laissez comme ça, conversation, c'est pas bien écrit quand il y a un qui manque. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, vous avez déjà créé le squelette d'un vrai serveur. New conversation.start, ça veut dire quoi? Pour chaque client qui se connecte, je crée un objet de la classe conversation. Et en créant un objet de la classe conversation, automatiquement, je crée un thread. Et si vous démarrez ce thread, qu'est-ce qui va s'exécuter en fait? C'est la méthode run. Alors, tout ce que vous mettez à l'intérieur de la méthode run, c'est du code qui s'exécute d'une manière parallèle, d'une manière indépendante du reste de l'application. Donc, autrement dit, quand j'appelle start, je ne suis pas obligé d'attendre jusqu'à ce que tout le traitement se termine pour passer à autre chose. Je démarre le thread et je reviens. Accept. S'il y a un autre client qui se connecte, je crée un autre thread, je le démarre. Donc ici, je suis dans une boucle. Alors, seul problème maintenant, la classe conversation, pour qu'il puisse communiquer avec le client, il a besoin de quoi? La socket. Il a besoin de la socket. Donc, ça veut dire que l'objet conversation, je dois lui transmettre comme paramètre la socket S. Donc, new conversation, je crée un objet conversation, je lui demande, alors comme c'est montré ici dans ce schéma, serveur multithread, voilà. Vous voyez donc, l'objet server socket, j'attends la connexion.
une fois qu'il y a un client qui se connecte, je crée une socket. Et chaque socket que je crée un thread. Mais ce thread-là, c'est lui qui va se charger de communiquer avec ce client. Mais pour communiquer avec ce client, il a besoin de cette socket. Ben, je lui transmets cette socket comme paramètre. Donc ça veut dire que ici, donc, la classe conversation, j'ai besoin de déclarer un objet de type socket. Alors je l'appelle socket. Socket client. Et vous aurez besoin d'un constructeur, n'est-ce pas? Parce que notre constructeur ici, donc il devrait recevoir comme paramètre une socket. Donc on va générer ce constructeur avec paramètre. Donc ça c'est l'objet socket. Voilà. Vous voyez donc new conversation. Pour chaque client qui se connecte, je crée un objet conversation qui démarre le thread. Automatiquement, quand je démarre le thread, finalement, ici, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous allez mettre ça? C'est le code de la conversation. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un serveur et un autre serveur? Vous utilisez des serveurs MySQL, Apache, Oracle, plein de serveurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait la différence entre tous les serveurs? Et bien, tout simplement, ce qui fait la différence, c'est le protocole. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire votre serveur. Par exemple, si vous faites le chat, il faut savoir comment lire les requêtes et les envoyer pour tous les clients. Si vous voulez faire, par exemple, le transfert de fichiers, il faut savoir attendre des données binaires et vous envoyer. Si vous voulez faire le transfert des objets, donc vous utilisez Object Input Stream, Object Output Stream. Donc, IDICO, donc vous retrouvez une structure d'un serveur. Bien sûr qu'on peut toujours envelopper par une interface graphique par la suite. Donc, si vous voulez lui ajouter une interface graphique, mais on peut dire que ça, c'est juste l'idée de la structure du serveur. Alors, dans notre cas, on va, juste pour des raisons juste pédagogiques, on voudrait par exemple que chaque client qui se connecte, on va lui attribuer un numéro. Donc, on va utiliser un compteur. Chaque client qui se connecte, on va lui attribuer un numéro. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? Dans la classe serveur, on aura besoin de déclarer une variable int qu'on va appeler le nombre de clients. Alors, par défaut, il est égal à 0. Mais quand est-ce qu'on va l'incrémenter? À chaque fois, il y a une connexion. À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, vous avez la méthode accept qui s'exécute. Et si la méthode accept s'exécute, ça veut dire un client, ça veut dire que je vais incrémenter le nombre de clients. Donc maintenant, j'ai un compteur qui permet de compter le nombre de clients qui sont connectés. Mais en même temps, chaque objet conversation, je vais lui transmettre cette variable nombre de clients. Alors pour l'objet conversation qu'on va créer, donc la variable nombre de clients, ça représente quoi? Ça représente le numéro des clients. Ça veut dire que le premier objet conversation que je vais créer, le nombre de clients est égal à combien? 1. L'autre c'est 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On aura juste besoin d'ajouter un attribut int, je vais l'appeler numéro client, et on va l'ajouter au constructeur int numéro, et après ici on va l'ajouter, c'est 10.numéro client égale num, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que j'ai ici? Maintenant l'objet conversation, quand je le crée, je lui transmets deux informations. La première c'est la socket qui est fondamentale, qui va permettre de communiquer avec le client. Le deuxième c'est le numéro du client. Alors maintenant, on a pratiquement terminé ce squelette. Maintenant, qu'est-ce qui reste ici? Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut par exemple, une fois qu'un client se connecte, on va tout d'abord afficher des messages au niveau du serveur et en même temps, on va envoyer un message au client. Et on va communiquer avec des chaînes de caractères. Alors pour communiquer avec des chaînes de caractères, donc je vous rappelle qu'on aura besoin tout d'abord de créer l'objet input stream. IS égale, c'est la socket .get input stream. Alors, on veut communiquer avec des chaînes de caractères. Donc, il faut tout d'abord passer par input stream reader. ISR
égale. Il faudrait tout d'abord que je fais un try catch. Il faudrait que je fasse tout d'abord un try catch d'abord à ce niveau-là. Bon, catch exception. Donc ISR égale à quoi? New input stream reader de IS. Avec ça, je peux lire des caractères. Mais si je veux lire des chaînes de caractères, on a dit qu'il faut utiliser buffer reader. BR égale new buffer reader de ISR. Alors, avec buffer reader, maintenant, je viens de construire les objets que je dois utiliser pour lire. Hein? Je fais la même chose pour envoyer. Alors, pour envoyer, donc, j'ai besoin de créer l'objet output stream. OS égale, c'est socket point get output stream. Et après, on aura besoin d'utiliser print writer. Alors, PW égale new print writer de OS, virgule, true. Alors, je vous rappelle, si vous oubliez pas ce flag, par défaut, c'est false. Ça veut dire que même si vous mettez print line, la donnée n'est pas envoyée. Il faut toujours la faire suivre par un flash par la suite. Alors, si vous mettez true, ça veut dire qu'à chaque fois que vous utilisez print line, donc la donnée, elle est envoyée. Donc, je viens de créer les streams qui me permettent de communiquer. Alors maintenant, quand est-ce que cette opération se fait? À la connexion du client. À chaque fois qu'il y a un client qui se connecte, il y a un thread qui va démarrer, qui va faire ça. Après, moi, je vais tout d'abord afficher un message au niveau du serveur. Par exemple, je vais récupérer tout d'abord l'adresse IP du client, par exemple. Alors, si vous voulez connaître l'adresse IP du client, donc je vais utiliser string IP. Alors, c'est la socket qui vient d'être générée. Il y a une méthode qui s'appelle get remote socket address. En fait, get remote socket address, il permet de retourner donc les informations sur la socket qui contient l'adresse IP, le port et d'autres informations. Et si vous voulez convertir ça en une chaîne de caractères, vous appelez la méthode toString. Donc, j'ai ici, donc, si vous voulez, par exemple, à chaque fois il y a un client qui se connecte, vous voulez vérifier son adresse IP, ou vous voulez la stocker, vous voulez journaliser donc tout ça, ces informations. Généralement, les serveurs récupèrent toujours l'adresse IP des clients qui se connectent. Ils vont être journalisés quelque part dans un log. Comme ça, on aura la possibilité de voir quelles sont les différentes machines qui se sont connectées. On va loguer également la date, le moment où l'information s'est faite. Oui? Alors, généralement, le buffer, il n'y a pas de limite dans la base. Parce qu'en fait, c'est un objet string buffer dans lequel vous pouvez stocker autant de lignes et après vous flasher. Ce n'est pas un buffer classique qui contient des données, des octets, mais c'est pour stocker du texte, des chaînes de caractères. Alors, on va afficher côté serveur une information. Pour afficher au niveau du serveur, on va utiliser system.out.print connexion du client numéro. C'est quoi le numéro du client? C'est numéro. Et si vous voulez afficher son adresse IP, on va dire IP égale la variable IP. Majuscule. C'est bon? En même temps, j'affiche au niveau du serveur, je vais envoyer au client bienvenue, vous êtes le client numéro tel. Alors pour faire cette opération, je fais PW. Donc vous voyez, donc system.out.print, j'affiche au niveau du serveur. Mais pour envoyer au client, c'est pw.println. Alors, allez, bienvenue. Alors vous êtes le client numéro. Bon, on va dire au client, voilà ton numéro. C'est bon? Alors maintenant, si vous le laissez comme ça, c'est que vous n'avez pas fait grand-chose, n'est-ce pas?
Si vous avez fait ça, c'est que le client, quand il se connecte, il reçoit le message. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? La conversation. Et la conversation, ça veut dire quoi? J'attends la requête. J'envoie la réponse. Requête, réponse. C'est ça la notion que... C'est ça, quand on a dit tout à l'heure, TCP/IP, c'est un protocole qui fonctionne en mode connecté. Ça veut dire quoi, mode connecté? Ça veut dire qu'une fois que la connexion est établie, vous avez des sockets qui sont établis de part et d'autre. Par la suite, requête, il y a une conversation. Requête, réponse, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je veux terminer l'application, je ferme la connexion. Donc toute la conversation se fait dans la même connexion. Autrement dit, toute la conversation se fait avec la même socket. En fait, je veux dire la même socket pour chaque client. Parce qu'en réalité, c'est pour chaque client, on génère une socket. Alors maintenant, pour faire ce travail-là, donc à nouveau, donc on aura besoin de rentrer dans une boucle infinie. Donc ça, c'est la conversation. Requête, réponse, jusqu'à la fin de la vie. Alors, pour cela, si vous voulez attendre une requête, qu'est-ce qu'on va faire? String requête égale cbr.readline. Maintenant, notre thread, il attend que le client envoie une chaîne de caractères. Vous voulez envoyer une réponse, c'est pw.print la réponse. Alors maintenant, la réponse pour moi, on va faire quelque chose de simple dans un premier temps. String la réponse. On va par exemple afficher la taille de la chaîne de caractères. Size égale, c'est la requête point length. Bon, pour moi, la réponse, c'est juste la taille de la chaîne qui a été envoyée par le client. Alors ici, donc, j'envoie la réponse. C'est bon? Alors si vous voulez, juste, il y a un test à faire. C'est if, généralement, vous aurez besoin de le faire. If réponse, quand est-ce qu'on fait ça? S'il est différent de nul. Alors, il se trouve parfois que la méthode readline. Alors, qu'est-ce que je suis en train... Ah, attendez. Non. C'est pas ça. C'est bon? Donc, je récupère la réponse. Si la réponse est différente de nul, donc j'envoie la réponse. C'est pas la réponse qui est différente de nul. Attendez. C'est la requête. C'est la requête qui est envoyée est différente de nul. Alors, s'il est différent de nul, donc je récupère la réponse et je l'envoie vers je construis la réponse et je l'envoie vers le client. Alors, vous voyez donc le code qu'on vient d'écrire là. Donc, si vous le voyez bien, donc c'est du code qui est structuré, qui vous montre la structure d'un vrai serveur. Alors, pour le tester, on va essayer de le démarrer. Juste avant de le démarrer, donc on va juste afficher des messages comme ça. System.out.print. Pour chaque requête, si vous voulez, on va afficher comme quoi, côté serveur, comme quoi le client IP, l'adresse IP du client, envoie la requête à envoyer. La requête. Alors comme ça, on peut voir au niveau du serveur les trucs qui sont envoyés. Alors, donc on va juste tester dans un premier temps le serveur. Alors je vais démarrer donc le serveur. Alors pour démarrer le serveur, donc on va utiliser Java serveur MT. Bon, c'est un serveur multithread. Alors pour le moment, on n'affiche rien, n'est-ce pas? Alors notre serveur, il est démarré. Alors maintenant, pour communiquer avec ce serveur-là, on a besoin d'un client. Alors on ne va pas développer un client, on va le développer avec Java de la même manière que tout à l'heure. Mais vous devrez savoir que pour tester des serveurs généralement, vous pouvez utiliser un programme qui figure dans les systèmes généralement, c'est Telnet. Alors Telnet, comment utiliser donc Telnet? Donc juste, je vous rappelle que Telnet c'est un programme, s'il n'est pas installé dans votre machine. Alors pour ceux qui ont démarré les machines maintenant, alors ça se passe dans les programmes, les fonctionnalités Windows.
activer, désactiver les fonctionnalités Windows. En fait, il y a un ensemble d'outils qui sont par défaut installés. Parmi ces outils-là, il y a client Telnet. Bon, client Telnet, c'est une commande qui s'ajoute. Ou même peut-être que vous pouvez ajouter un client FTP. Donc ça, c'est des utilitaires qui sont déjà, qui existent. Donc il faudrait bien sûr que ce client Telnet, en quelque sorte, existe dans la machine. Alors dans mon cas, donc je l'ai déjà. Je vais l'utiliser. Alors pour l'utiliser, donc je vais supposer dans un premier temps que je suis dans une machine. Je suis dans une machine quelconque. Alors je vais utiliser Telnet. Alors avec Telnet, pour se connecter à un serveur, vous aurez besoin d'après vous de combien de paramètres? L'adresse IP et le port. Hein? L'adresse IP c'est quoi? Localhost. Et le port 234. Ben, c'est ce que nous avons fait. Notre serveur c'est 234. Alors je vous rappelle que nous avons notre serveur, elle est là, et notre client, elle est là. Entrée. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc je vois côté serveur, connexion du client numéro 1. Je vois l'adresse IP du client, je vois le port 1 de l'application cliente. Alors je le laisse. Si le client envoie une chaîne de caractères, mais qu'est-ce qu'il attend le serveur maintenant? Qu'est-ce qu'il vient de faire le serveur? Pour chaque connexion, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé, regardez, ss.accept. Pour chaque connexion, il a incrémenté le nombre de clients. Et après, il a créé un objet conversation. Ça veut dire qu'il a créé un thread. Et quand on appelle la méthode start, automatiquement, il fait appel à la méthode. Et la méthode run, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les objets input stream, output stream. Ben, il nous a affiché tout simplement connexion du client numéro tel. Et en même temps, on a envoyé au client bienvenue, vous êtes le client. Alors on le voit bien, côté serveur, je vois connexion du client. Et le client, qu'est-ce qu'il reçoit comme message? Bienvenue, vous êtes le client numéro 1. Mais au niveau serveur, maintenant, qu'est-ce qu'il attend, le thread qui vient d'être créé? Qu'est-ce qu'il attend? Il est déjà dans une boucle. C'est-à-dire, il attend que le client puisse envoyer une chaîne de caractères. Alors, si on regarde ce qui se passe, si le client tape une chaîne de caractères, envoyé, vous voyez donc déjà côté serveur, il vous dit le client a envoyé tel, et la réponse c'est quoi? C'est size égale 7. Il a répondu. Alors maintenant, le client il s'est connecté, il communique avec le serveur, mais est-ce que le serveur est capable de connecter d'autres clients? Oui. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous donc notre serveur, quand il démarre, vous avez ss.accept. Pour chaque client, il démarre, hop, je démarre un thread qui va s'occuper de quelque chose, je ne vais pas me casser la tête. Moi, c'est pas le thread principal qui fait ça, je démarre le thread, et le thread, lui, principal, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers la méthode accept. Ça veut dire qu'il attend toujours un nouveau client. Alors, ce qui fait que si je démarre un client comme ça, alors je vais démarrer un autre client. Je suis par exemple dans une autre machine. Telnet. Il y en a quelques-uns qui ont déjà installé Telnet. À un moment donné, on va se connecter dans un réseau. Comme ça, on peut tester. Alors, Telnet, local host, 2, 3, 4. C'est mal écrit. Telnet. Ah. CMD. Donc ça, c'est un autre client, une autre machine. Telnet, local, host, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Vous êtes le client numéro 2. On peut en faire plusieurs. J'envoie une chaîne de caractères, je reçois la réponse. L'autre client envoie une chaîne, il revoit la réponse. Alors, vous voyez donc notre serveur, il est bien capable de communiquer avec plusieurs clients en même temps. Alors, si juste vous voulez... Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est notre réseau, malheureusement. Ça ne marche pas.
des points d'accès qui ne servent pas à grand-chose. Alors, je vais utiliser mon téléphone comme point d'accès pour connecter quelques-uns. On ne peut pas connecter 60 personnes, c'est juste un téléphone. Alors, je vais utiliser le point d'accès. Alors vous attendez que je me connecte d'abord, parce que si on ne connecte pas le serveur, on ne va pas connecter les clients. Alors le point d'accès, il devrait être là, Yousfi, elle est là. Bon, je suis connecté. Alors maintenant, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui arrivent à se connecter au même point d'accès, alors j'ai besoin juste d'arrêter le serveur. Je vais vous donner l'adresse IP de ma machine. Donc c'est IP config. Alors l'adresse IP, j'attends. Je suis dans une machine virtuelle, donc j'attends que ce soit connecté, c'est bon. Alors IP config, donc c'est l'adresse IP et la suivante. Alors il y a quelque chose, c'est pas normal. Attendez. IP config, ça devrait être 192, 166, machin. Alors c'est pas ça. Alors je vais arrêter. C'est pas encore connecté. Ah, donc je crois que j'ai besoin de. Alors j'ai besoin de changer la configuration. Voilà, machine virtuelle. Les connexions réseau, alors je ne vais pas utiliser NAT, je vais utiliser PON. Voilà. Comme ça devient une machine. Alors on va attendre un petit moment encore. Il y en a quelques-uns qui sont déjà connectés. Vous avez déjà des clients Telnet? Parfait. Alors vous attendez un petit moment. Alors j'attends que la machine soit connectée. Alors entre-temps, donc je vais reprendre le chemin de mon serveur. Okay. Bien, alors on va régler le problème de la connexion juste après la pause, donc ça serait parfait qu'on change les choses. Alors, j'ai un petit problème de connectivité, donc je vais le régler, et juste après la pause, on va continuer. C'est bon ?